nous avons le plaisir de revenir sur cette antenne, plus précisément sur la 98.7, pour décortiquer les faits saillants de l'actualité politique au Sénégal. Aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir le professeur Ibrahima Traoré, diplômé du CESAC en administration et gestion. CESAC, c'est le Centre africain d'études en gestion supérieure en gestion. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, M. Abdou. Vous confirmez cette brève présentation et si vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, merci M. Diouf. Je me réjouis de cette invitation. C'est à la fois un honneur et un bonheur pour moi d'être sur votre antenne, la 98.7 Océan FM. Donc, je confirme que je suis professeur de formation, un pur produit de l'École normale supérieure, devenue entre-temps la FASTEF. Ensuite, j'ai dû faire un master dans mon cursus professionnel en administration et gestion au CESAC, avec d'autres expériences que nous allons peut-être aborder au cours de cette émission. Donc, je crois, j'ai une collaboration aussi avec le CESTI. Le CESTI, donc, l'école qui forme les journalistes, donc dans le cadre d'une expérience donc, de collaboration en tant que formateur en technique d'expression et communication de manière générale. Donc voilà de manière ramassée mon cursus, M. Diouf. Merci. Je vous signale également à nos chers auditeurs que mon invité était mon formateur au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Monsieur Traoré, la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus un secret pour personne. Elle est désormais confirmée par les résultats provisoires en attente de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Quelle est la lecture que vous faites sur l'organisation de l'élection de manière générale et sur cette victoire? Voilà, donc je crois que c'est une question à la fois pertinente et brûlante sur le point de vue de l'actualité. La lecture que je peux faire se situe à deux niveaux. Moi, je crois que c'est une double victoire qu'il faut souligner à travers ces élections. Parce que ces élections avaient suscité dans le processus, parce qu'une élection c'est un processus. Au niveau du parrainage, donc on a eu l'épisode un peu de ceux qui ont été les recalés, donc qui a suscité beaucoup de bruit, beaucoup de contestations. Il y a eu aussi le revers un peu, la crise entre guillemets du report, qui a suscité beaucoup de... Et malgré cette crise du report, je crois que les élections au Sénégal qui se sont passées le 24 mars dernier ont suscité deux victoires. La victoire d'un homme, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi la victoire d'une administration chargée des élections. Parce qu'il faut dire qu'entre la crise qui avait été suscitée par le report et la bonne organisation des élections, on peut y lire une victoire de l'administration sénégalaise chargée des élections. Donc ma première lecture est une lecture de double victoire, victoire d'un homme et d'un parti, d'un groupe, en tout cas, qui ont conquis le pouvoir. Mais une élection, c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. Même si derrière cet homme, il y a toute une équipe, toute une équipe derrière. Mais on peut saluer la victoire de Bassirou Diomaye Faye en tant que 5e président du Sénégal, mais la victoire d'une administration électorale qui est passée d'une crise post-électorale à une bonne organisation, plus ou moins, des élections du 24 mars dernier. Avec plus de 54%, Bassirou Diomaye Faye gagne confortablement l'élection présidentielle. Il devance Amadou Ba qui a 36%. Est-ce que ce résultat était prévisible avec tous les événements qui se sont passés contre lui? Emprisonnement, démarrage tardif de sa campagne électorale, etc. Voilà, je crois que sans faire de la météo électorale, ce qui s'est passé avant les élections
je crois qu'on avait senti au niveau des différentes manifestations qui ont souvent émaillé ces derniers mois, une volonté de changement chez le peuple sénégalais. Et je crois que c'est cette volonté de changement, cette volonté de rupture qui a été traduite par cette victoire qui s'est manifestée dès le premier tour. Certains avaient envisagé peut-être la possibilité d'un deuxième tour, vu aussi le poids de la coalition qui parraine la candidature d'Amadou Ba. Mais comme en politique, rien n'est prévisible. Je crois que aussi il faut noter qu'il y a des facteurs qui sont venus un peu donner de la force et de la vivacité à la candidature de Bassirou Diomaye. Quels sont ces facteurs-là? Le premier facteur qu'on peut citer, c'est l'emprisonnement. Parce que la prison aujourd'hui, la lecture qu'on peut avoir souvent de la prison, les leaders qui ont fait de la prison, il y a une sorte de... La lecture du peuple, c'est que c'est des victimes. Le peuple les considère plus comme des victimes que comme des gens qui sont simplement sanctionnés politiquement. Et cette lecture de ces hommes politiques considérés comme victimes, souvent le peuple a tendance à se mettre à côté de ces leaders-là pour simplement apporter la solidarité du peuple, apporter le soutien du peuple pour ces gens qui sont emprisonnés, à tort ou à raison, mais qui ont été emprisonnés dans un contexte politique. Même si ce n'est pas des prisonniers politiques, on les a emprisonnés dans un contexte politique qui est lourdement chargé, c'est-à-dire un contexte d'avant-élection. Et leur sortie de prison vraiment a augmenté leur popularité et en même temps augmenté leur électorat. Donc voilà pour moi le facteur qui a été déterminant, qui a venu ajouter. En plus de cela, avant même leur emprisonnement, il faut connaître que c'est un parti ou un groupe de partis quand même qui avait gagné la sympathie du peuple. Mais leur emprisonnement est venu ajouter plus de sympathie à leur candidature, d'où leur passage dès le premier tour. Et pourtant, l'objectif de l'État était de nuire l'opposant. Son objectif, c'était de nuire l'opposant pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Oui, on peut avoir cette lecture, mais ça c'est une supposition du pouvoir. Mais entre la volonté du pouvoir et l'effet réel que crée en tout cas l'emprisonnement ou les emprisonnements de ces leaders, il y a une différence. Même si la volonté était de nuire, il faut dire qu'en réalité, leur emprisonnement a ajouté à leur popularité, leur emprisonnement a ajouté à leur électorat. D'où véritablement ce qui s'est passé. Je crois que de mémoire de Sénégalais, il est rare de voir un leader passer dès le premier tour. Alors, d'ailleurs, c'est cette question que je vais vous poser. C'est la première fois dans le pays qu'un opposant remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Alors, quelle est votre appréciation sur ça? Oui, mon appréciation, je crois que je vais peut-être insister et peut-être ajouter d'autres facteurs, mais il faut peut-être faire une analyse des candidats en fonction de leur âge. Si Bassirou Diomaye Faye n'est pas le plus jeune, il fait partie des plus jeunes. Je crois que la volonté, la plupart des hommes politiques ou des candidats qui étaient présents, les 19, beaucoup avaient dépassé la cinquantaine. Donc, si on regarde bien, le facteur de l'âge joue en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Mais le facteur de l'âge simplement ne suffit pas. Je crois qu'il y a une volonté de corriger le bilan immatériel du pouvoir en place. Le pouvoir en place sur le plan matériel, peut-être qu'on a beaucoup de choses à mettre dans leur compte. Que ce soit sur le plan des infrastructures routières, que ce soit sur le plan, en tout cas, du désenclavement, que ce soit sur le plan de l'électrification. On peut mettre beaucoup de choses dans le bilan matériel. Mais sur le plan immatériel, je crois qu'il y a beaucoup de choses peut-être que l'électorat reproche au pouvoir en place. Et le discours porté par le camp de Bassirou Diomaye Faye, qui portait sur la lutte contre la corruption, sur la justice, sur la dépolitisation de la justice. Donc tous ces facteurs-là ont pu jouer en faveur du
camp de Bassirou Diomaye Faye, ce qui fait que la volonté du peuple de changer a été tellement manifeste que finalement le tour a été joué dès le premier tour. On a constaté que le candidat Amadou Ba n'a pas perdu toutes les localités. Alors, il gagne au nord, plus particulièrement à Podor, et à Tambacounda dans l'est. Alors, ça vous dit quoi, ça? Je crois qu'il faut quand même dire que la lecture qu'on peut avoir de cela, c'est que le Benno n'est pas mort. La coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas morte. Et je crois qu'une opposition, quand même, elle est aussi importante que le pouvoir. Parce que c'est comme les deux mains d'une personne. On a besoin de ces deux mains. Donc, un pays a besoin d'un pouvoir pour exercer le pouvoir. Mais aussi un pays a besoin d'une opposition pour être un contre-pouvoir. Pour contrebalancer le pouvoir. Pour vraiment observer, analyser, porter un regard critique sur l'exercice du pouvoir. 32% de l'électorat, c'est pas petit, c'est pas mince. Donc si le camp de Amadou Ba parvient à avoir 32% de l'électorat, d'autant plus que... aujourd'hui il perd le pouvoir, mais il gagne un titre, le titre de chef de l'opposition. Tout à fait. En tout cas, on peut avoir cette lecture. D'autant plus que la dernière élection, le second avait que 20%, c'était Idrissa Seck. Voilà. Et il incarnait bien, il revendiquait et il portait même cette casquette de chef de l'opposition. Mais moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ce fait simplement électoral et politique. Il faut institutionnaliser le statut du chef de l'opposition, pour moi. Ça permet d'organiser et véritablement de lui donner un contenu et de lui donner plus de sens. Mais si l'opposant, si on organise le statut de l'opposition, du leader de l'opposition, souvent nous constatons que le leader de l'opposition regagne souvent le parti au pouvoir. Oui. Est-ce que ça ne posera pas de problème dans ce cas-là? Non, je crois que si on... Parce que s'il quitte l'opposition et regagne le parti au pouvoir, comme l'a toujours fait Idrissa Seck. Là, on perd le statut. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut normer, il faut créer des normes. Être chef de l'opposition, c'est celui qui est dans l'opposition. Dès l'instant qu'on rejoint le pouvoir, on n'est plus dans l'opposition. Je crois que c'est le suivant immédiat qui va porter le statut et le titre de chef de l'opposition. Mais ça nous permet véritablement, je crois que votre question de relance touche un fléau. Si c'était une personne humaine, j'allais dire un cancer de la vie politique du Sénégal, la transhumance. Je ne sais pas quelle solution, quelle réflexion il faut porter, mais ça ne permet pas d'humaniser et de moraliser la vie politique. Parce qu'on ne peut pas quand même se battre pour des idées, se battre pour une cause. Des gens vous y rejoignent. Parce que même ceux qui sont dans l'opposition, ils ont des gens qui militent à côté d'eux. Ils ont des gens qui partagent leur vision et leurs convictions. Quelque temps après, on quitte tous ces gens qui se sont battus pour cette cause et rejoindre vraiment le pouvoir. Encore que la raison qui permet de rejoindre est une raison bassement matérielle. Donc vraiment, je crois que la transhumance aujourd'hui constitue un véritable cancer de la vie politique au Sénégal. Et il faut y trouver une solution. Il faut y trouver, en tout cas, il faut réfléchir pour que les gens puissent vraiment freiner ce phénomène-là, qui est un phénomène qui moralement n'est pas décent et logiquement n'est pas normal. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait ont complètement chuté. Le cas de Idrissa Seck, voilà. Et on peut en citer d'autres. Non. Alors, les autres candidats réalisent des scores en dessous de 3%. Aliou Mamadou Dia, il a 2,8%. Khalifa Sall, 1,5%. Idrissa Seck, 1%. Grosse déception pour Khalifa Sall et Idrissa Seck, devancés tous deux par Aliou Mamadou Dia. Voilà. Je crois qu'on peut y voir une recomposition politique. Ces leaders-là, il y a, si on analyse à la lumière des élections de 2019, ils incarnaient quand même une position.
On a parlé du statut de Idrissa Seck comme celui qui était le deuxième qui venait après celui qui a gagné et qui exerçait le pouvoir. Lors de l'élection présidentielle de 2019. Donc il est passé de ce score-là à moins de 1%. Je crois que la lecture qu'on peut faire, on peut faire une lecture de ces élections du point de vue de l'âge. Ceux qui ont le meilleur score, le premier qui a le meilleur score du point de vue de son âge est jeune. Ceux qui ont eu ces scores, en tout cas, qui ont dégringolé du point de vue de score, sont relativement âgés. Donc, moi, je crois que ces élections sonnent la retraite politique de ces deux leaders-là, à savoir Idrissa Seck et Khalifa Sall. Parce que les électeurs et le peuple sénégalais leur a tout donné. N'oublions pas que, quand même, ils ont occupé des stations qui ne sont pas des stations présidentielles, mais des stations quand même qui sont très élevées. Pour Idrissa Seck, on peut citer notamment pour son aventure libérale avec le pouvoir libéral, Premier ministre. Donc plusieurs institutions qu'il a occupées, maire de Thiès d'abord. Pour Khalifa Sall, il a été premier magistrat de la capitale, de Dakar. Donc finalement, le peuple et l'électorat leur a tout donné, mais ils n'ont pas su utiliser. Pour moi, ils n'ont pas su utiliser comme il le faut tous ces avantages-là que l'électorat et le peuple leur a donné. Et maintenant, pour ces élections, je crois que le signal que l'électorat leur a donné, c'est que l'électorat a signalé, a sonné la retraite politique pour ces leaders-là à travers un score qui fait en deçà de 1%, qui fait moins de 1%. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de passer le témoin de leur parti aux plus jeunes? Voilà, ça va nous poser le problème de l'organisation et de l'organigramme de nos partis politiques. Il faut qu'on repense nos partis politiques au Sénégal. Certains utilisent le terme vraiment maladroit, même de titre foncier d'un homme. Comment un parti politique qui regroupe des hommes et des femmes dotés d'intelligence, de bon sens, on peut considérer que ce parti-là doit être la propriété d'un seul homme. Et là, c'est là où ils peuvent vraiment aller en retraite avec une sortie heureuse. C'est-à-dire organiser un congrès qui va permettre à leur parti de survivre à leur activité, à leur vie politique. Sinon, s'ils pensent que leur parti politique doit aller mourir avec leur activité, leur vie politique, je crois qu'ils n'ont pas respecté tous ces hommes et ces femmes qui se sont engagés, qui sont battus pendant des années à côté d'eux. Parce que les partis politiques, ce sont des associations. Et une association, comme on le dit, c'est des hommes et des femmes qui sont là et qui, en un moment donné, décident de mettre un homme en avant et que quelques années après, on peut décider véritablement de nommer un autre leader qui doit exercer le pouvoir. Mais si le parti politique est la propriété d'une seule personne ou d'une seule femme, finalement, ça pose problème au niveau de nos partis politiques au Sénégal. Alors, dans ce cas, est-ce que le PASTEF n'a pas donné l'exemple? Parce que le leader charismatique, c'est Ousmane Sonko. Il sait qu'il ne participera pas à l'élection et il a laissé la voix à Bassirou Diomaye. Voilà, je crois ça, c'est un exemple partout. Voilà, je crois que le PASTEF vient de donner une belle leçon de démocratie interne. Parce que la démocratie en exerçant le pouvoir, c'est pourquoi moi je me dis que tous ces partis qui n'organisent ni congrès, où le leader ne change pas, moi j'ai pas confiance de leur capacité à être des démocrates une fois qu'on leur donne le pouvoir. Parce que la leçon de la démocratie, elle doit être apprise et récitée dans les partis politiques. Et le PASTEF vient de donner une belle leçon de démocratie en considérant que ce n'est pas une seule personne, un seul homme ou une seule femme qui a le monopole du bon sens, qui a le monopole de diriger un parti politique. Et de diriger. Lorsque le parti PASTEF s'est confronté à un problème de candidature, mais finalement, le leader charismatique, comme vous le dites, Ousmane Sonko, a pensé que finalement, il y a des hommes et des femmes aussi dignes, aussi aptes que lui pour exercer le pouvoir. N'eût été cette démocratie interne, je crois qu'aujourd'hui, le PASTEF ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Tout à fait. Je crois que les partis doivent s'inspirer du modèle de PASTEF, qui pense que un parti politique, avant d'exercer la démocratie au pouvoir, il faut la démocratie interne au sein des partis politiques d'abord.
Alors, voilà. Que diriez-vous de Karim Wade? Moi, je crois lui aussi que le PDS attendait et qu'il n'est pas là. Voilà, 2 élections va passer sans le PDS. Alors, si vous avez pris l'exemple qu'on vient de citer tout à l'heure, l'exemple de Pastef, est-ce qu'on serait là pour le PDS? Je crois que s'il y avait de la démocratie interne, je crois que je vais utiliser les mêmes arguments. S'il y avait de la démocratie interne au sein du PDS, un grand parti politique comme le PDS n'allait pas être dans une situation d'être face à 2 ou quelques élections sans candidat. Pourquoi? Parce que le candidat qu'on considère comme étant celui qui doit être le candidat qui a le titre foncier du parti n'est pas présent. Donc le parti ne doit pas aller à la conquête du suffrage des Sénégalais. Ça montre un manque criard de démocratie interne au sein du PDS, comme au sein de beaucoup de partis. L'autre lecture que je veux faire, ils n'ont pas été aux élections, ils ont apporté un soutien entre guillemets. Moi, ce soutien-là, la lecture que j'ai, je la lis comme étant plus de l'opportunisme politique que plus pour un soutien politique. Pourquoi? Parce que je vois que le PDS n'a pas manifesté son soutien. Le combat du PASTEF n'a pas été un combat de 1 mois ou d'une année. Tout à fait. Le PASTEF a été sur plusieurs fronts. Je crois qu'il y a eu tout un combat politico-judiciaire, mais on n'a pas tout le temps vu le PDS à côté du PASTEF. On n'a pas tout le temps entendu la voix du PDS s'élever pour défendre l'injustice, entre guillemets, que certains considèrent comme étant une injustice subie par le PASTEF. Donc c'est pourquoi ce soutien-là, que je vais appeler un soutien à la dernière minute, moi, la lecture que j'ai, c'est plus de l'opportunisme politique qu'un soutien par conviction. D'ailleurs, tous les déboires qu'on a eu avec les reports, PDS était au centre avec le parti au pouvoir, avec les reports. Voilà. Donc, certains ont eu une certaine complicité par rapport au report qui a eu beaucoup de conséquences. Surtout avec le parti au pouvoir. Voilà. Et en dernière minute également, il quitte le parti au pouvoir, l'alliance avec le parti au pouvoir. Et on a vu qu'à l'Assemblée nationale, le PDS a apporté tout son soutien au parti au pouvoir. Ce qui a d'ailleurs a permis le report. Et le report qui a failli véritablement secouer le pays dans ses fondements. Je crois que n'eût été vraiment le dialogue de dernière minute qui a un peu apaisé les tempéraments. Le pays véritablement était au bord du chaos, pour ne pas exagérer. Et le PS a été plus ou moins complice. Mais c'est ce même PDS-là qui, à la dernière minute, proclame encore une partie du PDS, je veux dire. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont rétractés, qui ont pensé qu'ils n'ont pas soutenu le PASTEF au début, c'est pas à la fin qu'ils vont leur apporter le soutien. Donc il y a une frange du PDS qui a été logique, qui a été conséquente avec elle-même, qui a continué vraiment à prendre sa distance par rapport au passé. Mais c'est la direction du PDS qui a apporté son soutien. Moi, ce soutien, je la considère plus comme de l'opportunisme politique qu'un soutien par conviction. Ok. Alors, Mohamedou Makhtar Cissé annoncé à 2 semaines de l'élection présidentielle, ou bien nommé à 2 semaines de l'élection présidentielle. Alors, il organise une élection démocratique et transparente. Et pourtant, certains doutaient de cette très belle organisation parce que faisant partie des membres de l'Alliance pour la République, n'est-ce pas qu'il a déjoué ce qu'on pensait de lui? Oui, moi je crois que aussi les partis politiques sont faits d'hommes et de femmes qui n'ont pas souvent la même conviction, qui n'ont pas souvent les mêmes éthiques. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il a été sollicité à des tâches gouvernementales et ministérielles. C'est un homme qui, sur les faits, parce que nous on est dans l'analyse des faits, il a montré en tout cas, même dans le passé, que c'est un homme à qui on peut faire confiance pour une tâche pareille. Parce que l'organisation d'élections n'est pas une fonction politique. Je crois que d'ailleurs ça va nous amener à réfléchir sur certains ministres. Parce que le PASTEF a appelé à faire un appel à candidature pour trouver des ressources humaines pour certains postes. Certains postes ne sont pas des postes politiques. C'est des postes qui ont une vocation purement
républicaine. C'est le poste de ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il a eu cette lecture de son poste. La tâche qu'on lui avait donnée n'est pas une tâche politique. C'était une tâche vraiment administrative. C'était une tâche d'organisation d'élections. Et la tâche d'organisation de la première qualité qu'on doit avoir, c'est la qualité de la neutralité. Et je crois que ces élections nous ont donné la preuve que c'est un homme à qui on peut faire confiance. Parce que non seulement il a fait preuve de neutralité, mais il a fait preuve de compétence dans l'organisation de ces élections. Oui, parce qu'on avait l'habitude de voir une personnalité neutre organiser l'élection présidentielle. Et tel n'est pas le cas. Et il a bien réussi ça. Alors, avec l'organisation de l'élection également, toujours, on a noté quelques manquements avec la départementalisation de Keur Massar, qui faisait partie du département de Pikine. Mais ça n'a pas été trop... ça n'a pas trop influé sur le résultat définitif du vote. Alors, on nous a dit souvent qu'il y a un manque d'informations. C'est ce qui a amené ces manquements-là. Est-ce que on devait en arriver à cette étape-là? Moi, je crois que ça, c'était prévisible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans votre groupe de communication. On est à l'ère du numérique et de la communication. Je crois que l'administration électorale a plusieurs supports de communication. On pouvait vraiment faire toute une politique de communication des électeurs pour les informer que Keur Massar a changé de statut administratif. Et il est passé de commune à département et qu'une bonne frange des électeurs, ils ont dû changer de lieu de vote. Ils doivent se déplacer pour aller à tel lieu pour récupérer leur carte. Mais je crois que pour le département de Keur Massar, je crois que là, l'organisation de l'élection a failli. Mais comme c'est une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais il faut qu'on ait dans nos pays un dispositif de suivi-évaluation. Je crois que ces élections-là ont été, dans la grande majorité, bien organisées. Mais il faut que l'administration électorale l'administration qui va s'installer avec le nouveau pouvoir, qu'on fasse une évaluation exhaustive, objective aussi, de ces élections et de tout, pour qu'on puisse véritablement améliorer. Parce que c'est ce qu'on attend d'eux. En tout cas, en exprimant sa volonté de changement dès le premier tour, le peuple attend beaucoup sur le pouvoir qui sera incarné et exercé par Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ce scrutin est la preuve qu'on ne peut plus prouver au Sénégal que le pays a atteint un seuil de maturité électorale en quelque sorte? Oui, mais comme je l'ai dit, du point de vue de l'organisation, le Sénégal est une école. Certains pays même peuvent apprendre du Sénégal. Mais il y a une phase qu'il faut revoir. Moi, je crois que une élection n'est pas un jour. Ça se passe un dimanche. Mais ce n'est que l'aboutissement. C'est un long processus. Dans ce processus, si vous regardez bien, M. Diouf, la phase qui a posé plus de débats et de problèmes, c'est le parrainage. Le parrainage. Je crois que un système n'est jamais parfait. En faisant l'évaluation du processus électoral au Sénégal, parce que moi je doute de la pertinence du parrainage. Vous me direz pourquoi? Parce que ceux qui ont eu à respecter le nombre de parrains requis, mais ce nombre de parrains n'a pas reflété le résultat. Tout à fait. Parce que le parrainage, c'est pour vérifier, c'est un système de tri, de tamis. Parce qu'on a pensé c'est pas tout le monde qui a le poids électoral, c'est pas tout le monde qui a la représentativité pour se présenter. Mais le parrainage n'a pas reflété le poids électoral des 19 candidats. Beaucoup ont réussi à dépasser cette phase du parrainage sans pour autant que le parrainage reflète leur représentativité électorale le jour du vote. Donc je doute de l'efficacité du parrainage. Ça a suscité beaucoup de bruit, ça a suscité beaucoup de mécontentement, mais je crois que c'est un système. Un système n'est jamais parfait. Il faut évaluer. Notre système électoral est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Mais on peut toujours l'améliorer, notamment dans la phase du parrainage. Alors, revenons, changeons un peu de sujet. Alors,
dans son premier discours, on a entendu Bassirou Diomaye Faye dire que le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société. Donc, il a du pain sur la planche. Alors, selon vous, quelles sont les attentes des Sénégalais? Oui, je crois que aujourd'hui, il faut dire que nous vivons dans une situation socio-économique d'inflation. L'inflation, sans avoir la prétention d'être économiste, c'est une augmentation généralisée des prix et des services. Donc, je crois que le pouvoir incarné et exercé par Bassirou Diomaye Faye est attendu sur cette situation socio-économique d'inflation qui est l'augmentation généralisée, surtout concernant les denrées de première consommation. Je crois que les Ndiayennes sont pressés qu'on diminue le riz, véritablement tout ce qui est produit de grande consommation. Le coût de la vie de manière générale. Donc ça, c'est l'aspect matériel. Mais il n'y a pas que l'aspect matériel, il y a aussi l'aspect immatériel. Il est temps qu'on assainisse les mœurs politiques au Sénégal. Parce que tout le monde sait qu'il y a une sorte de marchandisation de l'activité politique. En étant leader politique, en ayant suffisamment de moyens, en ayant les poches remplies, on pense qu'on peut acheter des consciences, on pense qu'on peut rester dans l'impunité, on pense qu'on peut même résister à la justice. Donc, il faut que le pouvoir en place est beaucoup et surtout attendu sur cet assainissement des mœurs politiques au Sénégal. Indépendamment de la cherté de la vie, il faut aussi que les comportements politiques, les mœurs et les habitudes politiques puissent être changés. Et je crois qu'on compte beaucoup sur ce pouvoir-là pour arriver à assainir les comportements et les mœurs politiques, à avoir une justice qui n'est pas politisée, à avoir véritablement des hommes et des femmes qui exercent, qui ont nos deniers publics et qui les gèrent proprement, qui les gèrent sainement et correctement. D'ailleurs, il dit également dans son discours: je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de corruption est tellement élevé. Voilà. Il est conscient. Voilà. Moi, je crois que on est heureux d'entendre une volonté d'un président, un premier discours où le président exprime sa volonté véritablement de faire plus et mieux dans la gestion saine, la gestion sobre et transparente. Déjà, la presse annonce véritablement le fait de éliminer beaucoup d'institutions qui sont inutiles et budgétivores. Mais c'est que le peuple n'attend pas Bassirou Diomaye Faye sur des mots. On l'attend plus sur des faits. Il dit: je m'engage. Voilà. D'ailleurs, il dit: je m'engage à la refondation de nos institutions. Voilà. Je dis que c'est bien. C'est vraiment ça rassure. Ça rassure que dès son premier discours, qu'il sache là où il est attendu. Parce que dans ce discours-là, lui-même, il a compris là où il est attendu. Mais je dis que les mots, c'est bien, mais les faits matériels, la réalité matérielle est encore mieux. Okay. Voilà. Alors, toujours dans son discours, il dit également: je m'engage au renforcement de notre fondement de vivre ensemble. Oui, ça c'est la cohésion sociale. Parce qu'à un moment donné, la cohésion sociale était menacée. Parce que le Sénégal, quand même, a vécu ces 2 dernières années, beaucoup de manifestations sociopolitiques qui ont secoué l'unité nationale. Je crois que le mot n'est pas très fort. Et je crois que c'est de son rôle, lui, de venir renforcer les faits, en tout cas les gestes qui vont cimenter les différentes composantes de la société. Parce qu'un peuple bâtit son développement sur l'unité, sur la cohésion sociale. C'est indispensable. Alors, la réouverture des universités est une urgence également. Oui, je crois que tout cela, c'est la conséquence, fait partie des conséquences de ces
troubles socio-politiques qui ont secoué le pays. L'enseignement supérieur est bloqué depuis presque 1 an. Moi, je crois que le pouvoir en place aussi est attendu sur le fait d'extirper la politique de nos universités. Je crois qu'aujourd'hui, la politique est devenue le mal. J'ai parlé de cancer tantôt, dans mon discours n'est pas trop fort, mais le cancer de la politique a envahi le corps de nos universités. Je crois qu'il faut faire un diagnostic. Le diagnostic est presque fait, est déjà fait, mais il faut vite dépolitiser l'espace universitaire, parce que l'espace universitaire n'est pas un espace de politique, c'est un espace de savoir. Donc je crois que sur ce fait-là aussi, le pouvoir est attendu. Vraiment que les associations, les amicales aussi, parce qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos du pouvoir. Les étudiants ont des amicales. Le rôle des amicales n'est pas de faire la politique. Mais ceux qui sont portés à la tête de ces amicales pour des intérêts partisans, pour des intérêts politiques et personnels, ont souvent tendance à politiser ces structures-là. Il revient à l'État véritablement de dépolitiser l'espace universitaire, parce que ça crée plus de problèmes que ça ne... Et puis ce n'est pas le lieu. Celui qui veut de la politique, parce qu'un étudiant c'est un citoyen, il a le droit d'adhérer à un parti politique, d'acheter une carte, mais l'espace consacré à la politique c'est ailleurs. Ceux qui sont intéressés par l'activité politique peuvent adhérer dans les partis politiques, mais une fois sur le campus, véritablement, qu'on ne reconnaît pas qui est de tel ou tel parti politique, qu'on puisse avoir un campus où l'activité principale, c'est le savoir et la recherche du savoir. C'est-à-dire, c'est le temple du savoir. Voilà. Alors, la coalition Bassirou Diomaye Faye, président, a été soutenue par certains leaders politiques très expérimentés en matière de gestion d'État. On peut citer Habib Sy, Aminata Touré, Mary Teuw Niane, etc. Alors, quel apport peuvent-ils apporter au président Bassirou? Oui, je crois qu'il y a, en matière de gouvernance, c'est un homme qui gagne, mais c'est une équipe qui gouverne. Je disais qu'une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Il gagne, mais il gagne en étant simplement coaché par une équipe. Et il va gouverner avec une équipe. Je crois que ces hommes et ces femmes que vous venez de citer, leur expérience peut beaucoup aider à ce qu'il y ait un savant dosage entre la jeunesse de Bassirou et de toute la génération de Sonko et ces personnes qui sont d'un certain âge. Parce qu'une équipe, c'est ça. Une équipe qui gouverne doit faire un savant dosage entre l'énergie de la jeunesse et l'expérience des sages, des personnes qui ont quand même duré dans l'espace public et politique. Donc ce savant dosage-là peut beaucoup aider Bassirou Diomaye Faye à exercer le pouvoir sans étant quelqu'un qui est très expérimenté dans la gestion des choses publiques. Mais est-ce qu'il ne faut pas éviter le partage du gâteau? Voilà, je crois que aussi c'est une question très pertinente, parce que quand une équipe gagne avec des soutiens, avec véritablement... D'ailleurs, ils ont une structure qu'ils appellent la conférence des leaders. S'ils ne font pas attention, je crois que c'est arrivé au PDS, quand ils sont arrivés au pouvoir, ce slogan, on a gagné ensemble, on gouverne ensemble. Mais la logique ne doit pas être une logique de partage de gâteau. Parce que si c'est le peuple qui les intéressait, si au soubassement de leur combat c'était le peuple, personne ne sera frustré en disant que moi je ne suis pas, on ne m'a pas servi un gâteau ministériel. Je crois qu'ils ont tenu un discours. Et c'est sur la base de ce discours qu'on les a élus. Ils ont tenu le discours que c'est le peuple, ils se battent pour le peuple. Ils ont tenu le discours qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple. Ils ont tenu le discours qu'ils sont là pour véritablement le bonheur et le bien-être du peuple. Je crois que personne ne doit s'offusquer ou être frustré pour se dire que moi, on a gagné ensemble, mais je n'ai pas été servi par un gâteau ministériel. Sinon, on risque de tomber dans la pertinente question que tu as posée, la logique de partage de gâteau, c'est-à-dire la logique de partage de pouvoir. Et là, c'est ça qui amène souvent, je crois que peut-être on aura l'occasion de brosser un peu là-dessus, c'est ça qui va poser la taille de nos gouvernements. Et c'est cette logique de partage de gâteau, du pouvoir,
de gens qui se sont battus ensemble en disant qu'ils se battent pour l'intérêt du peuple. Une fois au pouvoir, qu'ils se mettent à partager le gâteau du pouvoir. On a des gouvernements qui sont véritablement élastiques, trop grands et budgétivores. Et je crois que ces erreurs qui ont fait qu'on a sanctionné la coalition Benno Bokk Yakaar, je crois qu'ils doivent avoir assez d'intelligence politique pour ne pas tomber dans cette logique de partage du pouvoir, dont la conséquence est d'avoir des gouvernements vraiment trop grands. Vraiment avec des ministères à n'en plus finir. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans la logique de partage de pouvoir. Mais souvent, on constate que même si une partie de l'opposition n'est pas au pouvoir, alors on crée des institutions et ces institutions dépensent beaucoup d'argent. Oui, je crois que la promesse est faite dans le premier discours, donc de supprimer toutes ces institutions-là qui sont budgétivores et dont on doute de leur utilité, véritablement. Mais on les crée pour recaser du personnel politique. Pour personnel politique, tout à fait. Oui, mais je crois que la promesse a été faite par le président nouvellement élu d'éliminer toutes ces institutions-là parce qu'on doute de leur utilité et ça consomme beaucoup d'argent du contribuable sénégalais alors que cet argent peut servir ailleurs. Et il va les remplacer par moi, je crois que ces institutions n'existaient pas avant et le pays continue à exister. Ils pensaient que la représentation nationale peut suffire, l'Assemblée, pour que ceux qui sont là-bas puissent porter véritablement et qu'ils puissent exercer le rôle du contrôle budgétaire, et ainsi de suite. En tout cas, toutes les fonctions qui sont devenues à un parlementaire, la représentation nationale peut véritablement faire le travail qui est supposé, entre guillemets, dévolu à ces institutions-là, qui ne sont pas, dont l'utilité est, certes, beaucoup doutent de leur utilité, et c'est des institutions qui consomment beaucoup d'argent, qui peuvent servir ailleurs. Alors, parlons un peu de la reconfiguration politique. Amadou Ba est le nouveau leader de l'opposition avec ses 32%. Mais il n'est pas le secrétaire général de l'APR, l'Alliance pour la République. C'est toujours Macky Sall, je pense. Ou bien le parti a été confié à Amadou Mame Diop. Alors, Amadou Ba doit rester dans l'Alliance pour la République avec ses 32%, ou bien il doit sortir pour créer son propre mouvement ou parti politique. Bon, moi, la lecture que j'ai, c'est que les 32% n'appartiennent pas à Amadou Ba. Parce qu'un parti politique, moi, j'ai la conviction... Mais il a porté ça. C'est lui qui l'a porté. Mais je dis qu'un parti politique, c'est l'association de l'effort, de l'énergie, des idées d'hommes et de femmes qui partagent les mêmes convictions politiques. Mais si on ne prête pas attention, on risque d'assister à une mort des partis politiques. Parce que tout le monde peut être leader d'un parti politique. Tout le monde peut être servi au moment de la formation d'un gouvernement. Et les gens, dans leur calcul politique, pensent que la meilleure façon d'être servi, c'est d'être à la tête d'un parti politique. Mais il faut que les idéologies se regroupent, qu'on essaie de créer de grands groupes. Je ne sais pas si on réussira la prouesse, l'exploit d'en arriver aux 2 blocs en Amérique, entre démocrates et libéraux. Bon, on n'est pas obligé de copier leur modèle. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, il faut que dans les partis politiques, qu'on soit dans des partis politiques où ce qui unit les gens, c'est plus la conviction que des intérêts matériels. Sinon, chaque personne qui se frustre va créer sa propre formation politique. Et ça ne peut que affaiblir les partis politiques. C'est pourquoi j'ai dit que si on ne prête pas attention, on risque d'assister à une mort programmée des partis politiques. Parce que les partis seront faibles. Et moi, je vois aujourd'hui que la société civile est beaucoup plus écoutée. Les associations non politiques qui ne sont pas forcément politiques sont beaucoup plus écoutées. Quand il y a crise politique, ce n'est pas les partis politiques entre eux qui résolvent. Ceux qui viennent au secours des partis politiques, souvent, c'est les voix qui sont portées par des gens de la société civile, c'est d'autres personnes. Parce que
aujourd'hui le peuple est en train de douter de la volonté et de la conviction des hommes politiques à défendre l'intérêt du peuple. Donc, pour répondre à votre question, je crois que la situation de Benno est une situation de clair-obscur. Oui. On est dans une situation de clair-obscur. Pas clair pour le moment. Parce que celui qui a porté, vous avez raison, Amadou Ba a eu du mérite, il a porté la candidature de Benno. Et je crois que parmi les candidats dissidents, leur score a montré que le président ne s'est pas trompé sur la personne. Sur le choix de Amadou. Okay. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il représente dans le Benno? Quel sera le rôle qu'il doit jouer en tant qu'appartenant à une structure qui a plus de voix après la voix du pouvoir, qui doit incarner la continuité? Moi, c'est ça la question que je me pose. Parce que dans toute structure, il faut un leader. Tout à fait. Et le président ne chôme pas, donc on vient de lui proposer un contrat à durée déterminée. J'allais en venir. Ce qui fait qu'il sera beaucoup plus occupé par cette fonction. Parce qu'un parti politique, ça se gère au quotidien. Mais il a déjà confié le parti à Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. Non, un parti, je crois que c'est pas un... Moi, j'ai pas apprécié la démarche. En attendant... Moi, j'ai pas apprécié la démarche. Un parti politique n'est pas le titre foncier d'une maison. Ça, c'est une propriété personnelle. On peut confier ça à qui l'on veut. Mais pourquoi ne pas aller vers un congrès? Pourquoi ne pas véritablement... créer un mécanisme interne démocratique qui permet véritablement... Parce que quand même... le Benno a perdu le pouvoir, mais j'ai dit qu'ils ont gagné un statut. Ils ont perdu le pouvoir, mais ils ont gagné un statut. C'est le statut d'être le parti d'opposition le plus représentatif. Donc, ce statut-là, il faut savoir le manager au quotidien. Le président qui est occupé à d'autres tâches, un parti politique, ça se gère au quotidien. Il faut créer un mécanisme démocratique interne, ou bien même se fier à celui qui a porté la candidature, pourquoi pas, du Benno et qui a permis d'arriver à ces 32%. Mais cette candidature a été contestée. Même si c'est à titre provisoire. Mais ça a été contesté. C'est pourquoi j'ai dit que par les membres de l'APR même. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, le Benno, l'APR est dans une situation de clair-obscur. Et ça mérite d'être... parce que sinon, ce titre-là ne risque pas de leur profiter. Le statut d'opposant, d'opposant majoritaire. Voilà, le statut de... Voilà. Alors, au cours de la campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye nous avait annoncé la mise en place d'un poste de vice-président. Alors, est-ce que ce poste de vice-président va remplacer le poste de Premier ministre, ou bien on va conserver les deux? Et si on conserve les deux, alors est-ce qu'il n'y aura pas une collision entre les deux postes? Bon, moi je crois que je ne sais pas par quel mécanisme juridique, parce que je ne suis pas juriste. Il l'a dit d'ailleurs. Je ne suis pas juriste. Je ne sais pas si dans l'architecture des textes du Sénégal, ce poste est prévu. Donc ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, à partir du moment, si on arrive à cette réalité, je crois que le poste de Premier ministre ne sera plus utile. Parce que le second immédiat, ou celui qui sera chargé de la coordination de l'action gouvernementale, ce sera le vice-président. Donc si on arrive à ce poste-là, je crois que le poste de Premier ministre, je ne vois plus la nécessité. Mais certains peuvent douter à raison que ce poste soit taillé à mesure pour Sonko. Ousmane Sonko. Oui. Et là, le fait simplement de créer... Moi, je crois que dans nos pays, on peut créer des postes pour leur utilité. On peut créer des postes pour servir. Mais il n'est pas, à mon sens, je crois qu'il n'est pas bien vu pour l'opinion de créer un poste pour une personne. Parce que ce qui les a poussés à vouloir supprimer les institutions qui nous coûtent cher, ces institutions ont été créées pour des personnes, pour recaser des personnes. C'est cette même logique qui doit les pousser à ne pas créer un poste sur mesure. C'est-à-dire un poste qu'on crée pour servir une personne. Pour caser quelqu'un. Voilà, une personne. Ok. Alors, est-ce que Bassirou Diomaye Faye pourra gouverner avec une minorité à l'Assemblée nationale?
Oui, je crois que ça, la lecture que j'ai, c'est que les pouvoirs, on peut même interroger l'histoire. Chaque fois que un pouvoir s'installe, parce que le parti au pouvoir réussit toujours à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais chaque fois qu'un pouvoir est installé, un président est nommé, je crois que l'Assemblée nationale est dans une situation de contrat à durée déterminée. Parce que la logique que beaucoup sont en train de voir, d'organiser des élections anticipées, parce que beaucoup pensent que pour gouverner librement, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce qui permet de donner la majorité à l'Assemblée, c'est une élection législative. Donc beaucoup d'analystes politiques voient dans un avenir immédiat la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections anticipées. Parce que pour eux, pour gouverner véritablement librement, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est la nature de nos députés. Mais moi, je pense que si nos députés étaient animés simplement par l'intérêt du peuple, quel que soit le pouvoir qui fait la proposition de loi, ou qui fait simplement, qui mène une politique publique, ils vont jouer pleinement le rôle de député, sans pour autant mettre en avant leur appartenance politique. Mais ce n'est pas ça la réalité politique au Sénégal. Donc je crois que beaucoup voient que la durée de vie de cette assemblée législature est limitée, parce qu'on pense que le pouvoir qui est en place risque d'aller vers des élections législatives anticipées pour se donner une majorité confortable à l'Assemblée. Confortable à l'Assemblée nationale. Alors, un autre fait marquant, quitter le franc CFA pour créer sa propre monnaie. Est-ce une logique? Ce sera une tâche facile? Oui, moi je crois qu'il faut quand même mettre les choses dans le contexte. Le PASTEF fait partie. Je crois que cette idéologie est en train de gagner. Si on fait une analyse de la géopolitique sous-régionale, ils font partie d'un groupe de leaders qui sont relativement jeunes, qu'on appelle des souverainistes. On trouve ce leader-là au Mali, on le trouve au Burkina. Bon, je ne compare pas leur pouvoir, je parle un peu de leur idéologie par rapport à la monnaie. Parce que leurs moyens d'accéder au pouvoir ne sont pas les mêmes. Le PASTEF a accédé au pouvoir de manière, et ses alliés, démocratique. Je parle de leur rapport au CFA. Pour eux, le franc CFA est le symbole de notre dépendance à la France. Donc ces leaders-là ont cette idéologie qu'il faut avoir une souveraineté monétaire. Maintenant, moi je crois que je vais m'en tenir au fait, parce que je ne suis pas économiste, pour savoir véritablement est-ce que nous gagnerions à avoir une autre monnaie. Mais je crois que je suis en train simplement d'analyser les raisons, ou une des raisons qui poussent le PASTEF. Ils sont dans leur logique. Leur logique politique, c'est des gens qui pensent qu'aujourd'hui, l'Afrique, même le nom du parti, c'est le parti africain, quelque chose comme ça, voilà. Donc on sent qu'ils sont plus ou moins panafricanistes. Et leur panafricanisme a comme soubassement d'être souverain. Et pour eux, la souveraineté commence par la souveraineté monétaire. Maintenant, je crois que les économistes auront plus d'arguments et d'aptitude pour donner leur bonne version. Est-ce que ce serait une bonne chose d'avoir une monnaie sous-régionale? Certains même parlent de monnaie, pas de monnaie nationale, mais de monnaie sous-régionale. Mais quel que soit le cas, je crois que c'est les économistes qui sont plus outillés pour nous donner la bonne réponse. En tout cas, on a entendu certains économistes dire que c'est bien faisable. Donc, de toute façon, on verra d'ici là avec le nouveau régime. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Alors, il nous reste peu de temps, 2 minutes. Alors, votre dernier mot? Voilà, je crois que le temps est passé très vite par l'intérêt qu'a suscité l'émission pour moi. Je crois que j'en suis à ma première invitation sur cette belle radio, parce que Océan FM, à l'image de l'océan, on ne saurait jamais l'épuiser. Donc, on promet en tout cas de se donner rendez-vous une prochaine fois. Ça a été vraiment un plaisir pour moi. Je crois que vraiment, pour partager avec vous, le plaisir a été suscité par la pertinence de vos questions,
mais aussi par véritablement le contenu. Parce que pour faire de l'actualité, il faut du contenu. Tout le monde sait que le Sénégal fait l'actualité dans la sous-région parce que le Sénégal véritablement est passé d'une peur de crise à une élection qui s'est bien passée. Je crois que ça montre tout le génie du peuple et des dirigeants sénégalais. À chaque fois que la pirogue tangue, à essayer de faire tout pour suivre la bonne direction. Je crois que ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous le commentaire de l'actualité politique surtout. Et véritablement, je voudrais vraiment revenir. Le plaisir, c'est le plaisir de revenir et de partager avec vous. Et véritablement, je remercie tous les auditeurs, ils sont nombreux de Océan FM sur la 98.7. Véritablement que on se donne rendez-vous en tout cas pour une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Le plaisir est partagé, professeur. Chez Ibrahim Traoré, qui est diplômé du CESAC en administration et gestion. Je signale également à mes chers auditeurs qu'il était mon formateur au CESI. Merci professeur, merci à tous les auditeurs de la 98.7. Merci également au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, qui nous a facilité ce travail. Merci à Abdourahmane Fall qui a assuré la partie technique. À la prochaine pour un autre invité. Merci. Merci beaucoup, M. Diouf.